à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison Rencontre InsurTech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Petit. Emmanuel, vous êtes le CEO et le cofondateur de Liberty Rider. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nelly, merci de m'inviter ici, c'est un honneur. Emmanuel, quels sont les points clés de votre parcours et que représente l'entrepreneuriat pour vous? Mes points clés de parcours, je dirais que je suis une personne qui n'est pas très scolaire. J'aime bien apprendre, mais le format scolaire, c'est quelque chose de compliqué pour moi de rester sur les bancs de l'école. Et en fait, j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, je trouve un univers où on ne cesse d'apprendre. Parce que entre les différentes problématiques qu'on peut rencontrer selon les tailles de nos structures, en fait, c'est un apprentissage infini entre créer, trouver des subventions, après commencer à manager le RH, du business. C'est vraiment incroyable et une chance de fou, je trouve, et de pouvoir entreprendre. Comment est né votre projet? Comment cette idée est-elle venue? Elle est venue de plusieurs facteurs, mais il y en a quand même un déterminant. Moi, mes parents habitaient, donc moi je suis toulousain, mes parents habitaient à 6 heures de Toulouse. Quand j'allais les voir, c'était plutôt des routes normales, il y avait des gens. Donc quand j'étais sur ma moto pour aller les voir, je ne me posais pas tant de questions que ça. Et ils ont déménagé à 1h30 de Toulouse. Et en fait, ça peut paraître plus proche, donc on se dit nickel. Mais en fait, les routes, c'était vraiment des petites routes. Je croisais personne. Je pense que dans ma tête, j'ai fait l'exercice une fois réellement de me dire mais ça fait combien de temps là que j'ai croisé personne? Plus de 20 minutes. Je me suis dit mais si je tombe ici, qu'est-ce qui se passe? Et c'est venu de là. Et en même temps, pendant mes années d'étudiant, etc., j'ai travaillé dans le monde du handicap, donc j'avais vu un peu la route, etc. Ma mère est orthophoniste, donc elle a rééduqué malheureusement des traumas crâniens après des accidents, des choses comme ça. Du coup, ça a fait un peu un match de une problématique que je ressens et voilà quoi. Quelle est votre proposition de valeur pour Liberty Rider? Depuis le début, nous, Liberty Rider, on a commencé, alors ça a un peu évolué de ça, mais il y avait une phrase que j'aimais vraiment bien dire au début de Liberty Rider, c'est on ne laissera plus jamais un motard seul euh, au bord de la route après un accident. Et du coup, en fait, nous, on a créé une application mobile qui est capable de détecter un accident pour appeler automatiquement les secours pour que justement un motard n'arrive plus jamais, ça n'arrive plus jamais la situation d'un motard seul au bord de la route. Ça fait 8 ans qu'on fait ça maintenant et on a détecté plus de 20 000 accidents et vraiment été impactant et sauvé à peu près 1000 vies de personnes qui ont vraiment dit sans vous, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Emmanuel, quelle est votre cible de client? J'entends qu'on parle du client particulier, du motard. Est-ce que vous adressez aussi à des entreprises, à des assureurs? Et combien est-ce que vous visez de clients à 3 ans? Bien du coup, oui, en fait, Liberty Rider, c'est construit au fil de l'eau. Donc on a toujours eu une première catégorie de personnes, forcément qu'on essayait de desservir un service le plus impactant possible, c'est les utilisateurs de deux roues motorisés. Et en fait, à un moment dans l'aventure, on s'est rapproché des assurances qui ont vraiment une responsabilité et qui prennent ce rôle à cœur de pouvoir faire de la prévention, de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents. Et en fait, on a réussi à trouver, à matcher ensemble un business model qui est en B2B2C. Et du coup, 98% de nos revenus en fait, viennent du fait que une assurance va offrir la partie premium de Liberty Rider. C'est celle qui est vraiment focus sur la sécurité, donc détection d'accidents et même éviter les accidents, parce qu'on a une alerte virage dangereux qui permet d'éviter les accidents. Et cette partie premium, soit les motards le payent directement, mais en fait, on a des deals avec en France une dizaine d'assurances. Ça va prendre 80% des motards français sont assurés chez un partenaire Liberty. Et en fait, ils vont télécharger l'application, dire par exemple, je suis à la Mutuelle des motards, Massif, Matmut, qui sont des partenaires historiques, et plein d'autres. Et via juste une vérification de plaque d'immatriculation, le service électronique de Massif nous dit bah oui, c'est bon, c'est un client à moi. Il offre le premium. Le motard n'a rien à payer, c'est l'assurance qui prend en charge. Emmanuel, comment est-ce que vous travaillez avec l'ensemble de l'écosystème et avec quelle grande famille? Avec des assureurs, avec des assisteurs? Alors du coup, historiquement, nous, il faut savoir qu'on a, en tant que board member, actionnaire, des mutuelles et Intermutuelle Assistance. Donc on a Massif, Matmut, Mutuelle et Motard et Intermutuelle Assistance en actionnaire. Et du coup, qui sont aussi des clients quand c'est les mutuelles. Et Intermutuelle Assistance, chez nous, c'est un vrai partenaire parce que chaque alerte
enfin, chaque alerte accident. Nous, on les traitait au début, c'était un peu à la mano, mais maintenant, on a je ne sais pas combien d'alertes par jour. En fait, elles arrivent toutes chez Intermutuelle Assistance, qui vont eux traiter l'alerte, appeler les secours, etc. de manière hyper normée, H24. Voilà, donc on a les assisteurs comme ça et les mutuelles, mais en fait aussi les assurances, que maintenant on travaille aussi bien avec AXA, Allianz, que voilà, nous on travaille avec toutes les assurances qui ont le souci de la prévention et elles l'ont en fait toutes. Donc, voilà. Si on parle de modèle économique, quel est votre business model? Est-ce qu'il a évolué dans le temps? Et à quel moment est-ce que vous serez à l'équilibre, Emmanuel? Alors du coup, oui, il a évolué dans le temps, parce que comme je pense, nous on a créé Liberty Rider vers 2016-2017, c'était un peu la Startup Nation à fond. On avait le rêve de créer une application 100% B2C, un peu comme voilà, Tinder, voilà, mais dans le monde des applications, c'est rentable de fou. Du coup, on pensait avoir un modèle 100% B2C. Du coup, on a essayé ça pendant à peu près 2 ans. Puis est venue la levée de fonds du coup, avec nos actionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a créé au fur et à mesure du temps ce business model B2B2C. Donc l'assurance prend en charge la partie sécurité de Liberty Rider. Et nous, on s'assure que le motard va être concerné par ça parce qu'on crée une application autour qui lui donne du plaisir en tant que motard, des GPS, des choses comme ça. Et l'équilibre, on l'a atteint du coup maintenant il y a 2 ou 3 ans. Bien que maintenant on se relance dans une phase d'investissement pour aller conquérir l'Italie et aller plus loin dans la prévention du risque routier. Quelles sont vos 3 principales difficultés en tant qu'entrepreneur et en tant que CEO de cette entreprise? Les difficultés, bon, il y en a beaucoup, mais après je pense que de manière vraiment macro, on va dire que la moto c'est quand même un petit marché. Qui est au final plus vu comme un loisir que comme de la mobilité. Donc il n'y a pas forcément énormément de moyens, des choses comme ça. En même temps, tu peux en faire une opportunité parce que c'est un vrai marché où on peut avoir ce qu'on appelle le winner take all, parce qu'il n'y a pas beaucoup de financement et de ça, mais ça reste du coup un marché qui est peut-être un peu plus compliqué, moins financé que d'autres marchés. 3, je sais pas, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, mais après, comme je pense tout chef d'entreprise, à des moments le commercial c'est difficile, mais en fait après ça passe. Je pense que c'est vraiment... non, moi, au bout de 8 ans, je retiens plutôt que du positif, que en fait les problèmes on les passe et puis on les oublie en fait, c'est ça qui est beau. Alors justement, Emmanuel, quels sont les 3 facteurs clés de réussite de Liberty Rider? Chez Liberty Rider, il y a un premier facteur. Je pense que le premier, c'est vraiment les rencontres. Liberty Rider, et ça s'est créé à force de rencontres. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on a des actionnaires mutualistes. Donc, c'est quand même des énormes groupes. Au début, nous, on crée une boîte dans le monde de la moto où tu ne te dis pas directement, c'est avec les assurances que je vais travailler demain. Tu ne t'imagines pas forcément ce business model. Et pourtant, au bout de plusieurs années, ça se construit parce qu'on a la chance de rencontrer les bonnes personnes qui croient en vous, etc. Et jalonné toujours de rencontres, quoi. Je me souviens au tout début de l'entreprise, on n'avait même pas encore créé l'entreprise, on a rencontré un concessionnaire BMW qui a 3 ou 4 concessionnaires BMW moto. Et il a cru en nous. Et il a dit maintenant, il faut créer ta boîte parce que j'ai envie de te donner 30 000 euros de chiffre d'affaires. Mais je ne veux pas le mettre sur ton compte perso. Tu vois. Et tu te dis, je sais pas, mais il y a des rencontres et je pense que la vie est faite de ça. Et du coup, on essaye toujours, et je dis aux équipes, mes cofondateurs, tout le monde, de rester ouvert, de jamais avoir une position de, je sais pas, on est les leaders, machin, donc on regarde les gens différemment. Non, c'est toujours la rencontre, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres, quoi. C'est un vrai truc. Après, on a quand même la chance d'avoir une équipe. L'entrepreneuriat, c'est un des facteurs clés, ça dépend des entreprises, mais il y a quand même un moment, selon les entreprises que tu crées, besoin de déléguer. Il faut pouvoir le faire en confiance, etc. Et du coup, on a réussi à créer une équipe et du coup, qui s'auto-alimente, qui se crée aussi toute seule. Mais l'équipe de Liberty Rider, depuis le début, vient d'une parce qu'on a un projet passionnant où on peut sauver des vies, donc ça a du sens. Et le fait toujours dans... Il n'y a pas cette relation, on va dire patron, machin, où c'est désagréable de venir travailler. Nous, l'objectif, c'est que les gens aussi, on ne sait pas où on va, mais le trajet, c'est important. Et je pense, de manière un peu plus économique, macro, etc., ça rebondit sur le petit marché dont je parlais tout à l'heure.
au final, le fait que ce soit un marché de niche, ça protège aussi, je pense, des acteurs américains. Il y a 10 millions de motos en Amérique, donc en fait c'est tout petit. Si on avait eu 100 millions, il y aurait peut-être eu un Strava ou un Runtastic qui serait lancé, qui aurait eu 100 millions de financement direct pour devenir l'application numéro 1 des motards. Et il serait arrivé en Europe, on n'aurait aucune chance. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là de c'est un petit marché, donc on est quand même préservé de géants. Même Waze, ils n'ont pas de fonction motard, tout le monde laisse un peu le monde de la moto de côté, j'ai l'impression. Emmanuel, et si c'était à refaire, alors? Ah, c'était à refaire, il y a plein de trucs. Si c'était à refaire, moi, je sais dire qu'est-ce que je me dirais avant de recommencer si je pouvais me croiser au début, c'est qu'il faut rien lâcher, faut rester dans cette dynamique de trouver des solutions. Oui, il y a des moments c'est plus dur. C'est vraiment des montagnes russes, un peu l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on est au fond du seau, on ne peut pas vraiment en parler en plus à des personnes qui font pas la même chose, qui se diraient c'est fini pour eux. Alors qu'il faut toujours savoir rebondir. Donc c'est vraiment de persévérer. Et qu'est-ce que je ferais différemment? Je sais pas, c'est dans des détails. Donc je sais même pas si ça aurait donné un meilleur résultat. Donc j'essaie de ne pas trop regarder ça, on essaie de toujours se dire bon, il y a une situation là, qu'est-ce qu'on a appris, on ne la refait pas. Et on fait des briques de choses qu'on apprend au fil de l'eau, sans jamais vraiment regretter. Voilà. Mais par contre, je recommencerai avec plaisir 200 fois s'il fallait. Quelle est votre, si on prend un peu de hauteur, quelle est votre vision de l'évolution du secteur de l'assurance et à l'intérieur de ce secteur, l'évolution du rôle de l'InsurTech? Alors, nous, on est un acteur quand même, on parle que au yard. Donc moi, je peux connaître que le monde du yard. J'ai aucune prétention en plus d'être. Ça fait pas du tout longtemps que je suis dans l'industrie. Mais ce que je vois de l'extérieur, en plus avec nos normes un peu start-up où on met des data partout, on essaye de tout comprendre et d'être ce qu'on appelle le plus data-driven, donc d'être drivé par la data. Je pense qu'il y a un coup à jouer sur la rétention des utilisateurs, enfin des clients ou des sociétaires. Nous, on traque tout, le moindre petit truc pour essayer de dire tiens, on perd 2% à cette page-là, comment on peut améliorer cette page? Et même si elle est traitée, la rétention, tu sens que ce n'est pas non plus le sujet numéro un. Et justement, là, les insurtech pourraient faire des choses en venant donner des outils peut-être qui permettent de mieux traquer ou apprendre à regarder ces choses-là, parce que je comprends bien que les SI, les choses comme ça, c'est des monuments par rapport aux nôtres, et du coup, c'est compliqué d'aller traquer tout ça. Peut-être qu'il y a je pense, des choses à prendre là-dedans, de pouvoir mieux comprendre les données, etc., pour pouvoir mieux agir. Et du coup, potentiellement, si tu as des startups qui comprennent mieux les problématiques de rétention des assurances, il y a peut-être des services qui peuvent les aider, et du coup, tu pourrais avoir aussi un univers serviciel qui vient en réponse à ça. C'est ma vision, voilà. Alors quand on crée une entreprise, on a besoin d'être inspirant et on a besoin aussi de s'inspirer au quotidien pour inspirer aussi donc les collaborateurs, comme on l'a dit. Quels sont tes modèles de société, donc de société de tech ou de société dans l'assurance, de start-up qui t'inspirent, que ce soit en France ou dans le monde entier? Nous, alors le modèle numéro 1, je pense, chez Liberty Rider, il y a quand même Strava. C'est une application qui pour nous est géniale parce que même si elle n'a pas la partie sécuritaire, elle a vraiment réussi à capter sa communauté, lui amener des choses, voire même créer des habitudes chez les gens qui font du vélo ou qui courent. Je regarde des documentaires parfois où il y a des gens qui vont faire des tours là, à Boulogne, ils se tirent la bourre pour être le meilleur sur Strava, et ça c'est des choses, et ça a créé des groupes pour essayer de s'entraîner à être le meilleur. C'est vraiment on se dit que c'est un bout de code sur une application, tu cliques sur une icône, ça ouvre quelque chose, et ça leur ouvre ils ont ouvert un univers et créé quelque chose de vraiment fou pour leur communauté. Et nous, du coup, on aimerait donner le plus de services, de plaisir possible à notre communauté. Donc ça, c'est vraiment hyper inspirant. Dans le monde un peu plus de l'insurtech, un des modèles startup, c'est quand même Alan, qui est une belle boîte quand même. Quand tu te dis, bon, fondateur d'Alan, c'est pas dégueu, quoi, quand tu es un entrepreneur. Après, il y en a plein. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, Génération Do It Yourself ou des choses comme ça, et tu t'inspires un peu de plein de choses que tu entends sur l'entrepreneuriat.
Emmanuel, racontez-moi une anecdote amusante en lien avec Liberty Rider et son histoire. Alors, il y en a plein, mais il y en a quelques-unes que j'ai en tête. Il y en a une quand on est la première fois qu'on est allé chez Intel Mutual Assistance, du coup, qui est aujourd'hui l'entreprise qui va traiter toutes nos alertes, faire je reçois l'alerte et j'appelle les secours. Bah, c'est quand même une grosse boîte. Nous, on était quand même un peu petits à l'époque. Surtout, on traitait les alertes nous-mêmes à la mano comme on pouvait. Et ça a été une journée, on est arrivé chez des gens où même pétri de bienveillance et tout, mais tu sentais que toi, tu étais vraiment, ouais, c'était plus petit et puis ils avaient industrialisé ce que tu faisais depuis, ce que toi, tu essayes de faire, c'était l'industrie de ça et que c'était leur métier. Et du coup, les questions étaient vraiment hyper pointues, voilà, c'était un bon moment où j'y suis allé avec mon cofondateur Julien et quand on est sorti de la voiture, enfin quand on est rentré dans la voiture, on a dit waouh, ok, là, ça avait lessivé c'était lessivant, mais c'était très bien et ça a donné lieu à une très belle collaboration qui dure depuis 2017 maintenant ou 2018. Voilà. Pour finir, Liberty Rider, pourquoi avoir choisi ce nom pour votre InsurTech? Bah, quand tu regardes, alors tu pourrais expliquer le pourquoi, le vrai pourquoi, je sais pas, ça sonnait bien. Il y avait Liberty Ride au début, mais le nom de domaine était pris. Du coup, le gars qui voulait ça, parce qu'il s'en servait pas, mais il voulait revendre le nom de domaine. Il nous demandait une somme à l'époque impossible, donc on a rajouté un R et c'était bon. Et après, maintenant, ça a quand même cette signification. Pourquoi on l'a pas changé, surtout, c'est parce qu'il y a quand même cette signification de on aimerait pouvoir libérer les riders de ces contraintes le mauvais côté du deux roues, c'est que c'est plus dangereux, c'est que tu inquiètes plus tes proches, des choses comme ça que quand tu pars en voiture. Et du coup, on aimerait pouvoir offrir à Liberty Rider, à tous les riders, une liberté dans leur ride, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas changé. Le choisi, c'était au hasard. Merci beaucoup Emmanuel Petit. Je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Liberty Rider. Donc j'ai vraiment été ravie de cet échange, de cette discussion. Je vous donne à tous rendez-vous pour un nouvel épisode de cette passionnante série et je vous dis à très bientôt.